Et si la victoire de la Russie n'était pas militaire, mais énergétique? C'est le New York Times qui l'affirme sans détour. L'Occident doit reconnaître la réalité. La Russie a remporté un triomphe politique. Quand un journal aussi influent, aussi scruté, aussi respecté par les élites occidentales que le New York Times le dit, ce n'est plus de la propagande. Ce n'est plus de la communication à usage interne du Kremlin. C'est un constat froid, lucide, après 4 ans d'une guerre de sanctions sans merci contre le pétrole russe, menée avec une confiance affichée et parfois une pointe d'arrogance. Pourtant, contre toute attente, le département du Trésor américain vient d'assouplir les sanctions sur le pétrole russe déjà chargé en mer. Un geste en apparence purement technique, limité, presque administratif. Il ne concerne que des cargaisons déjà parties, déjà taxées par Moscou, déjà en route vers leurs acheteurs. Officiellement, il ne s'agit pas d'un cadeau à la Russie. Mais dans les faits, cet ajustement révèle une réalité bien plus dérangeante pour l'Occident. Une réalité que l'on cherche parfois à cacher derrière des discours de fermeté ou des statistiques triées sur le volet. Pourquoi cet assouplissement? Parce que, malgré la posture intransigeante affichée par l'Europe, les États-Unis ont reculé sous la pression impitoyable du marché. Les prix du pétrole s'envolent, le détroit d'Ormuz est menacé par les tensions régionales, et tout le système énergétique mondial vacille sur ses bases. Chaque hausse à la pompe, chaque facture d'électricité qui explose, chaque usine qui ralentit ou ferme temporairement. La dépendance au pétrole russe, qu'on croyait pouvoir éliminer par la seule volonté politique, revient aujourd'hui frapper à la porte de l'Occident. Qui aurait pu croire, il y a 4 ans, que les efforts titanesques pour punir la Russie se traduiraient par un retour en force de cette même dépendance? Le risque, ici, n'est pas seulement économique. Il est aussi politique, et même stratégique. Si l'Occident continue à sous-estimer la résilience russe et la réalité impitoyable des marchés mondiaux, il perdra non seulement le contrôle des prix, mais aussi sa crédibilité et son influence sur la scène internationale. Les milliards de surcoûts pour les États, les retards dans la transition énergétique, la confiance des citoyens européens et américains, tout cela est aujourd'hui menacé, pour une raison souvent tue: la centralité persistante de la Russie dans l'équation énergétique globale. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la punition censée étrangler Moscou s'est-elle transformée en atout, au point de faire reculer ses adversaires? Pour comprendre, il faut revenir sur ces 4 années de sanctions, et voir comment la Russie, loin d'être isolée, est redevenue, pas à pas, l'arbitre de l'énergie mondiale et un acteur incontournable. En 2022, l'Occident pensait avoir trouvé l'arme fatale: le pétrole. Les grands titres s'emballent, les experts défilent sur les plateaux. L'idée: assécher la principale source de financement de la Russie, étouffer son économie, et peut-être, à terme, forcer la fin de la guerre en Ukraine. La stratégie prend rapidement forme. Plafonnement strict du prix du pétrole russe à $60 le baril. Europe, États-Unis, G7. Tout le monde s'aligne dans une rare unité. Sur le papier, tout est verrouillé. Plafond universel, contrôle, accès limité aux services occidentaux, assurance, transport, finance, au-delà du seuil. Les tankers, les assureurs, les banques, tout est surveillé, traqué. L'appareil des sanctions occidentales se dote d'un engrenage inédit censé asphyxier la machine de guerre russe. Le raisonnement est simple: priver la Russie de recettes pétrolières, c'est la forcer à choisir entre la poursuite de la guerre et ses dépenses sociales, entre l'effort militaire et le bien-être de sa population. À terme, le budget russe devait s'effondrer, la pression intérieure monter, et la Russie serait contrainte de céder. Washington et Bruxelles affichèrent leur unité, leur capacité à modeler le marché mondial, à imposer leurs règles. Cette construction, souvent laborieuse, a nécessité des mois de négociations. À chaque étape, il fallait trouver l'équilibre, ne pas trop se pénaliser soi-même, tout en affichant une détermination sans faille contre le Kremlin. Mais derrière cette confiance affichée, un doute persistait chez certains économistes, chez quelques responsables plus lucides. Miser sur une arme économique de cette ampleur, c'est jouer gros. Le marché de l'énergie n'aime pas la contrainte, il n'aime pas l'incertitude.
Et tout le monde dépend de ce pétrole. Usines, chauffage, transport, agriculture. À la moindre perturbation, tout l'équilibre peut basculer. Des analystes mettaient en garde. Si la Russie trouvait le moyen de contourner le dispositif, si la demande mondiale restait forte, la fameuse arme risquait de se retourner contre ses créateurs. Qui peut vraiment contrôler un marché aussi vaste, aussi liquide, aussi interconnecté? En 2022 pourtant, l'Occident s'accroche à sa stratégie. Les leaders européens martèlent, pas question de céder au chantage énergétique de Moscou. Macron, Scholz, la Commission européenne, tous refusent tout assouplissement, toute exception, toute faiblesse. Mais derrière les discours, la réalité s'impose peu à peu. Parier sur les sanctions, c'est aussi s'exposer au contournement, à l'inefficacité, voire au retour de bâton. Car le marché n'attend pas les décisions politiques. Et la Russie, loin d'être passive ou résignée, va surprendre tout le monde par sa réactivité. La théorie occidentale n'avait pas anticipé l'extraordinaire capacité d'adaptation du marché mondial et du Kremlin. Face aux barrières, Moscou invente un nouveau jeu. Pendant que l'Occident multipliait embargos, plafonds et restrictions, la Russie a construit en un temps record un système parallèle pour écouler son pétrole. La fameuse flotte fantôme, composée de centaines de tankers sous pavillons exotiques, changeant sans cesse de nom, de propriétaire, d'itinéraire. Le pétrole russe ne disparaît pas. Il réapparaît ailleurs, par d'autres routes, via des transferts en mer, des ports secondaires, et avec de nouveaux circuits de paiement hors dollars ou euros. Moscou accepte d'être payé en roupies, en dirhams, parfois même en or ou en yuan. Rien n'arrête la marchandise, qui finit toujours par trouver preneur. Qui aurait imaginé une telle créativité logistique, financière, diplomatique? Là où l'Europe a fermé la porte, l'Asie l'a ouverte toute grande. L'Inde, qui achetait peu de brut russe avant la guerre, devient en quelques mois un client majeur, profitant de tarifs préférentiels. La Chine, elle, augmente encore ses achats, consolide sa sécurité énergétique tout en négociant ses prix avec habileté. La Turquie aussi joue sa carte, profitant de la situation pour se placer en hub énergétique. Résultat, ces trois géants consomment désormais la majorité du brut que l'Europe voulait bannir. Les analystes le répètent, le plafonnement du prix russe est systématiquement contourné, vidé de sa substance. Même la remise sur le brut russe à destination de l'Inde et de la Chine tend à disparaître. Pourquoi? Parce que la crise du détroit d'Ormuz fait flamber les cours mondiaux, et le pétrole russe redevient incontournable. Moscou relève ses prix, avec l'assurance de celui qui n'a plus rien à prouver. La mécanique n'est pas parfaite. La Russie rencontre des obstacles, parfois des blocages. Certaines banques indiennes refusent de traiter avec leurs partenaires russes, craignant les sanctions américaines. Mais l'isolement total voulu par l'Occident n'a jamais eu lieu. La résilience du système russe, son agilité à se réinventer, ont pris de court les stratèges occidentaux. La situation bascule quand survient la crise au Moyen-Orient et la menace sur le détroit d'Ormuz, ce point de passage clé pour un cinquième du pétrole mondial. Les limites du plan occidental apparaissent au grand jour. Isoler la Russie, oui, mais tant que le reste du monde fournit. À la moindre turbulence, tout vacille. Peut-on vraiment parier la sécurité énergétique du continent européen sur la stabilité du Golfe, région historiquement instable? La flambée des prix remplit les caisses russes et force les États-Unis à revoir leur position. Les Européens restent inflexibles en apparence, mais Washington lève partiellement des restrictions, admettant sans bruit que, sans pétrole russe, la stabilité du marché mondial est impossible. La Russie, qu'on voulait marginaliser, redevient centrale. C'est le retour du réel, celui que les discours ne peuvent effacer. L'Occident découvre que sa capacité à isoler Moscou dépend de facteurs extérieurs qu'il ne maîtrise pas. Un choc géopolitique suffit à faire vaciller tout le dispositif. La sécurité énergétique européenne, le coût de la vie, la crédibilité politique, tout est lié aux flux énergétiques mondiaux, dont la Russie reste un pilier. La réaction américaine marque un tournant. Face à la pression du marché, les principes cèdent la place au pragmatisme. Mais que signifie ce basculement? C'est ce que nous allons voir ensemble. Un petit geste américain, une onde de choc à l'échelle mondiale.
Depuis l'annonce de la levée temporaire des sanctions sur plus de 137 millions de barils de pétrole russe déjà en mer, ce qui n'était qu'une exception technique, a provoqué un véritable renversement du rapport de force énergétique. Ce n'est plus une simple manœuvre administrative, c'est un signal envoyé à tous les acteurs du marché. Conséquence immédiate. En quelques jours, la fameuse remise sur le brut russe Urals disparaît. Le pétrole russe, longtemps bradé, se vend désormais presque au prix du Brent, la référence mondiale. Résultat, les revenus de Moscou explosent. Selon Brookings, Argus Media ou Vortexa, la Russie encaisse aujourd'hui plus de 150 millions de dollars supplémentaires, chaque jour. C'est exactement ce que l'on voulait lui faire perdre en un an de sanctions. En quelques semaines, une seule décision américaine inverse 4 ans d'efforts pour asphyxier l'économie russe. Ce retournement est parfaitement noté par les autres géants de l'énergie. L'Inde et la Chine, déjà friandes de brut à prix cassé, accélèrent leurs importations. Pékin, prudent jusqu'ici, accélère sur les nouveaux accords et infrastructures. Oléoducs, routes arctiques, corridors énergétiques. Pourquoi ? Parce que la crise du Moyen-Orient rappelle que près de 20% du pétrole mondial transite par Hormuz, point vulnérable, hautement stratégique. Pour la Chine, sécuriser l'approvisionnement russe par voie terrestre ou via le Nord devient une priorité absolue. Et l'Europe ? Elle se retrouve piégée par ses propres choix. Après 4 ans à vouloir couper les vivres à la Russie, les capitales européennes ne peuvent politiquement reculer, même face à la détérioration de leur sécurité énergétique. Impossible de faire machine arrière sans perdre la face devant des opinions publiques à qui l'on a promis la rupture totale. Impossible aussi de forcer Washington à revenir à la ligne dure, tant les priorités américaines ont changé. Comment expliquer alors, à des citoyens pressurés par l'inflation et les fermetures d'usines, que les principes ont eu raison du pragmatisme ? Pire, la diversification énergétique promise n'est pas opérationnelle. Les alternatives tardent à se concrétiser, le déficit causé par la baisse des approvisionnements du Moyen-Orient ne peut être comblé immédiatement. Résultat, l'industrie européenne, surtout en Allemagne, encaisse la hausse des prix. Les discours ne perdent pas les factures, ni ne maintiennent les usines ouvertes. On a échangé une dépendance à la Russie contre une autre, au Golfe Persique, tout aussi risquée, tout aussi volatile. Peut-on vraiment parler de souveraineté énergétique ? Les déclarations européennes restent fermes. Nous tiendrons nos sanctions. Mais la réalité, c'est que l'Amérique, moteur initial du dispositif, amorce un repli pragmatique. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Russie, loin d'être étranglée, voit ses caisses se remplir plus vite qu'avant la crise. L'économie européenne encaisse la volatilité, l'industrie s'alarme, et la crédibilité de Bruxelles s'érode, mois après mois. L'enjeu dépasse largement la gestion de l'urgence. Il s'agit de la place de l'Europe et de l'Occident dans l'architecture énergétique du futur. En cédant sur le pétrole russe, même temporairement, les Occidentaux admettent la centralité de la Russie. Les alliances se recomposent, les dépendances évoluent, et la prochaine décennie se jouera sur les choix faits aujourd'hui. Quel sera le prix, demain, de cette hésitation stratégique ? Mais comment ce bouleversement façonne-t-il déjà les nouveaux partenariats ? Ce basculement redéfinit, sous nos yeux, alliance et dépendance pour la décennie à venir. Qui aurait misé, il y a 4 ans, sur une telle recomposition du jeu énergétique mondial ? Regardons les chiffres. L'Europe et l'Occident paient aujourd'hui le prix fort de son inflexibilité et de son manque de plan B. Depuis 4 ans, la stratégie semblait limpide. Multiplier les barrières contre le pétrole russe, plafonner les prix, imposer des restrictions logistiques, couper l'accès aux assurances et aux systèmes financiers. L'objectif ? Rendre le pétrole russe trop cher à acheter pour acculer Moscou. Mais la réalité a été tout autre. La Russie s'est adaptée plus vite que prévu. Elle a mis en place une flotte parallèle, tracé de nouveaux itinéraires, trouvé de nouveaux clients. Résultat, au lieu de voir ses revenus s'effondrer, elle a profité de chaque tension sur le marché mondial pour engranger des milliards. Prenons le détroit d'Ormuz. À la moindre menace dans cette zone stratégique, la fragilité de la stratégie occidentale apparaît. Les prix grimpent et Moscou encaisse,
plus de 150 millions de dollars par jour grâce à la hausse des cours, soit plus de 55 milliards par an si la situation perdure. C'est bien plus que ce que les sanctions devaient lui coûter. Un seul choc énergétique a balayé 4 ans d'efforts diplomatiques et économiques. À quoi bon proclamer l'indépendance si, en pratique, on reste vulnérable à chaque crise régionale? En coupant le cordon énergétique russe sans alternative crédible, l'Europe s'est exposée à la volatilité des prix, mais aussi à une dépendance accrue envers d'autres régions tout aussi instables, comme le Golfe. La diversification avance lentement. Les infrastructures ne se construisent pas en un jour. Les nouvelles sources restent peu adaptées à la demande actuelle, et les prix explosent. L'éolien, le solaire, l'hydrogène. Autant de promesses, mais qui ne couvrent pas, aujourd'hui, les besoins immédiats de l'industrie et de la population. Ce décalage entre les promesses politiques, nous serons indépendants, et la réalité économique se paie cash. Les ménages voient leurs factures grimper, les entreprises perdent en compétitivité, l'inflation s'installe, le mécontentement monte. Peut-on vraiment expliquer à un salarié licencié ou à un chef d'entreprise en difficulté que tout cela n'est qu'une question de résilience? On ne règle pas la question énergétique à coups de slogans. Seules des ressources accessibles et fiables évitent la crise. Un autre enseignement, les sanctions n'ont d'impact que tant que le marché reste détendu. À la moindre crise, c'est la réalité qui l'emporte. Les compromis deviennent inévitables, et chaque recul, même présenté comme temporaire, crée un précédent. L'exemption américaine pour l'Inde, censée durer 30 jours, s'est transformée en record d'importations indiennes de brut russe. Chaque nouvelle crise teste la solidité des principes, et il devient toujours plus facile de céder à la pression du marché. Où se situe la ligne rouge si chaque exception finit par devenir la règle? La Russie a joué ses cartes avec efficacité. Non par une manœuvre diplomatique géniale, mais parce qu'elle détient des atouts structurels. Immenses réserves de pétrole et de gaz, une géographie favorable, la capacité de trouver ou de créer de nouveaux débouchés hors Occident. Moscou n'a pas vaincu par ruse. Elle a misé sur une réalité. Sans la Russie, il n'y a pas d'équilibre énergétique mondial. Peut-on vraiment imaginer une transition énergétique sans les hydrocarbures russes? La réponse, pour l'instant, est non. Alors, qu'est-ce que l'Occident doit retenir de cette séquence? On ne peut pas parier la sécurité énergétique d'un continent sur des vœux pieux. Il faut préparer de vraies alternatives, investir massivement dans des infrastructures, diversifier les sources et accepter parfois de revoir ses priorités. Chaque crise future remettra en cause les lignes rouges hâtivement fixées. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui peut devenir la norme demain. La crédibilité de l'Occident dépend de sa capacité à conjuguer principe et pragmatisme. Ignorer ces leçons, c'est répéter les mêmes erreurs à chaque nouveau choc, avec un coût croissant, économique, politique, social. La question maintenant, l'Occident saura-t-il transformer ce revers en changement stratégique ou continuera-t-il à courir après la réalité du marché? Ce qui semblait impossible hier est devenu la normalité. Qui aurait parié, en 2022, sur le retour du pétrole russe dans le circuit occidental, après tant d'annonces de rupture et de sanctions? Pourtant, les chiffres sont là. Les cargaisons russes circulent, l'Inde signe des records, le marché s'ajuste en quelques semaines à ce que les gouvernements jugeaient hier inacceptable. À chaque choc, la barre du non négociable recule un peu plus. La réalité a rattrapé, puis dépassé, les ambitions politiques. Ce n'est pas qu'un problème de sanctions, c'est le reflet d'une fragilité structurelle. L'Occident voulait isoler Moscou et changer les règles du jeu énergétique. Mais la réalité est tenace. Limiter les revenus russes, préserver l'accès à l'énergie, garder le camp occidental uni sont des objectifs incompatibles dès qu'il faut agir. L'assouplissement en est la preuve. On ne peut exclure la Russie, maintenir la stabilité des prix et conserver le soutien de partenaires qui dépendent de cette énergie. À chaque crise, cette contradiction éclate au grand jour. La Russie n'a pas gagné au sens classique. Elle n'a pas triomphé militairement, ni imposé sa vision du monde. Mais Moscou est au centre du jeu énergétique. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale dépend encore massivement des hydrocarbures et que la Russie,
avec ses réserves, sa géographie, sa capacité de production, reste indispensable pour l'équilibre du marché. Ce n'est pas un coup de génie, c'est la conséquence d'un monde qui ne peut se passer de pétrole et de gaz à court terme. Pour l'Occident, l'enjeu va bien au-delà des principes. Derrière les discours sur la souveraineté énergétique ou la transition verte, il y a la réalité du prix de l'essence, de la facture d'électricité, de la compétitivité industrielle. Les choix d'aujourd'hui pèseront des années. Une stratégie mal calibrée coûte des milliards, expose à la volatilité et mine la crédibilité politique, intérieure et extérieure. Pire, ne pas s'adapter, c'est laisser le marché et la géopolitique décider à sa place. On le voit, l'Europe prône la solidarité, mais la réalité des usines à l'arrêt, des prix en hausse, de l'inflation, réécrit la stratégie officielle. Les marchés n'attendent pas la politique. Ils réagissent, anticipent et dictent parfois la marche à suivre. Même les médias les plus prudents, comme le New York Times, admettent le retour de la Russie comme acteur incontournable. Ce n'est plus un triomphe idéologique, c'est un fait, une donnée du réel. La vraie question maintenant, ce basculement est-il temporaire ou signe-t-il une transformation durable, imposant à l'Occident de repenser en profondeur sa stratégie énergétique et géopolitique? Peut-on réellement revenir à l'ancien monde, ou faut-il accepter la complexité, la dépendance et reconstruire la sécurité énergétique sur des bases plus pragmatiques? La transition énergétique doit-elle être repensée, accélérée ou accompagnée de garde-fous plus réalistes? Si la leçon est que personne n'est irremplaçable, l'actualité semble démontrer le contraire. À vous de juger, simple recul tactique ou tournant irréversible. Les prochaines crises ou les prochaines factures d'énergie donneront la réponse. Mais une chose est sûre, ignorer la réalité, c'est la subir. Et chaque erreur pèse lourd pour nos portefeuilles, notre influence internationale et la transition énergétique qu'on repousse, crise après crise. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vivons-nous un tournant historique? Jusqu'où, selon vous, l'Occident peut-il s'adapter sans perdre la main? Vos points de vue sont précieux, car ce sont ces débats qui révèlent l'ampleur réelle des enjeux et la difficulté des choix à venir. Quel compromis seriez-vous prêt à accepter? Cette discussion est cruciale, car elle façonne, dès aujourd'hui, le monde de demain.